direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaque! Alors, samedi le 16 avril 2016, ça fait 2-16, ça? Hein? Oui. Ça fait beaucoup de noix! Ok, c'est correct, fallait que je le dise. Ma petite référence à Kong Bao, c'est fait. Mon nom est Éric Lajoie, bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks Contre-Attaque. Et on a un studio rempli de bonheur, c'est-à-dire de monde. Donc, on va vous les présenter à l'instant. Alors tout d'abord, mon co-animateur de toujours, le seul, l'unique, et celui qui était là avec moi au début, car c'était poche. Et ça l'a encore, mais moins. Donc, Simon Boucher, salut mister. Oui, j'ai travaillé beaucoup pour m'améliorer. Puis toi, Éric? En fait, non, je pense à Ah, bon. Ensuite, C'est entièrement de ma faute. Je t'ai mis le plat dans les mains. Oui. Ça commence Voilà. bien. Ensuite, on a, bien entendu, notre collaborateur pour le cinéma, Conan Arsenault. Bonjour, bonjour. On a notre pyrologue en chef qui est là. Le Donc, collaborateur du n'importe quoi, Philippe Jacques. Eh oui, salut tout le monde. Et à la console, Mikey G. oui. Ça y est, c'est un être binaire maintenant. Oui. Et on va parler à quelqu'un, on va avoir un petit invité de la semaine au téléphone un peu plus tard dans l'émission. Bref. À la mi-temps. À la mi-temps. Donc, on a un paquet de belles choses à vous parler cette semaine. Fait qu'on, sans plus attendre, Mikey, s'il te plaît. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici les Geektualités. Alors, messieurs, que s'est-il passé dans les actualités geeks cette semaine, selon vous? Plein de choses. Mais exceptionnellement, je vais commencer. Parce Oui. que là, on commence un petit peu trop dans la joie. Oui, ben, c'est mon nom de famille. Ben oui, mais justement, on va gâcher ça un petit peu parce que moi, quand je suis en On ondes, veut se d'habitude, retirer un peu. il y a des mauvaises nouvelles. Ah non, pas encore un décès. Si je vous dis, les gars, it's a trap! Oh, Qu'est-ce que vous pensez? Au meilleur l'amiral Akbar. sushi de Star Wars. Eh oui, je vous annonce le décès de Eric Bowersfield qui a prêté sa voix à l'amiral Akbar pour, bien sûr, le retour du Jedi et The Force Awakens où ce qu'il Oui. avait repris son rôle. Oui. Très bref, mais il était oui. là. Et il avait aussi joué Bib Fortuna dans Retour du Jedi aussi. Oh, ça, il je se savais trouve pas. être l'advisor de Jabba le Hutt. Oui. C'est ça? L'albinos Twi'lek, l'albinos qui susurre des choses à l'oreille de Jabba. Oui. Donc c'est ça, il est mort quand même à un âge respectable de 93 ans dans sa maison de façon naturelle. Il est pas mort dans un piège quelconque. Non, ce n'est pas un piège. Et il avait aussi prêté sa voix pour à Steven Spielberg pour le film AI, Artificial Intelligence. Est-ce que tu sais quel personnage il faisait? C'est pas mentionné dans l'article. Et aussi pour le Crimson Peak de Guillermo del Toro en 2015. Donc, c'est ça pour les mauvaises nouvelles cette semaine. OK. Donc, bye bye Akbar. Oui. Effectivement. Et tiens-toi loin. It was indeed a trap. OK. Sir, on a-tu quelque chose de plus jovial? On pourrait parler de pauvreté. Voyons! Qu'est-ce que c'est? Vous savez, c'est difficile d'être le fils ou la fille d'un multimilliardaire, soit d'un oligarche ou de quelque chose du genre. Ah, ça doit être Extrêmement tellement difficile. difficile. Parce oui. que vous savez, plus vous êtes riche, et comme on a vu récemment avec les Panama Papers, plus vous êtes occupé à cacher de l'argent et à cacher le fait que vous êtes vraiment riche. Hey, c'est fatigant, Et ça. présentement, dans plusieurs pays, le fisc a des techniques très intéressantes pour trouver qui est vraiment riche. Ils suivent les comptes Instagram des fils et des filles de ces milliardaires. Et beaucoup de, comment je pourrais dire, de rencontres par le fisc et autres regroupements de payage d'impôts ont été faits suite à de multiples photos de Lamborghini spéciales ou de soirées dans des yachts mis par ses enfants alors que les parents ne font que déclarer des sommes qui les mettent à peine dans des classes plus que moyennes. Donc, Instagram.
ce traître si près de vous. Effectivement. Donc, à tous les multimilliardaires qui nous écoutent, mettez pas des photos de vos affaires ben trop précieuses, genre, je sais pas moi, votre machine à décapsuler recouverte de diamants de Swarovski sur Instagram. Ou votre fille qui prend un plongeon dans la piscine remplie d'argent tel Picsou. Le même principe que les policiers qui cognaient à la porte d'individus qui avaient posté sur Facebook, eux avec de l'argent dans les mains puis des guns puis de la drogue. Là. Ouais, puis il avait volé, à partir des choses qu'il avait volées à la personne. C'est ça, c'est complètement imbécile. Moi, en fait, j'invite au contraire les fils de riches à justement mettre ça Partout. Comme ça, on va savoir effectivement qu'est-ce qui se passe. La vérité. On va le savoir. Hein? C'est pour remercier l'idiotie de ceux qui trichent. Yes! C'est je un peu me le rapp- Darwin Awards, mais Oui. social. Tu sais. Mais dans ma jeunesse, Personne meurt. Dans ma jeunesse, je venais d'un petit village sur la Côte-Nord. Il y a eu un vol à l'état, un vol de, dans le fond, il y a eu un vol À domicile? non, En prison? un vol dans un dépanneur. Dans le fond, c'est arrivé une fois. Du temps que j'étais là. Et c'était toi. Non. Oh. C'est que le gars a pris l'argent qu'il avait volé dans la caisse et il est allé le boire au bar dans le parking d'à côté. Ah! Fait que les polices ont ramassé en boisson dans le bar à côté. Ça arrive plus souvent qu'on le C'est pense. ça qui est le fun. Comment c'est, t'es trop lâche pour faire de l'argent pour vrai, t'es trop lâche pour le cacher comme faut. Ouais. Hey, j'ai une petite nouvelle. On va remettre ça un peu sur la track positive. On va parler de Soundwave, Oh. qui est un des Meilleur des Transformer. Ben oui, un Decepticons. Ah oui, Decepticons, pardon. Oui. De la génération 1 et que depuis a subi plusieurs formes différentes parce que on s'entend qu'Hasbro sait plus quoi faire avec ce robot-là parce que tu pars d'un robot qui était une boombox, donc un radio classique. Non. Wow. Attention à ce que tu dis. Soundwave devenait un Walkman à cassette. Lui qui était un boombox, c'était la version Autobo. Il y a aussi une version boombox de Soundwave. Oui, non. Peut-être pas la première. Il me semble qu'il Non. était mauve, la version de Decepticon. Mais j'ai vu Il y a aussi la version Walkman. Oui, il y a une version boombox par la suite, mais bref. ouais. Ben, en fait, c'était le même robot. C'est le même robot que le rouge parce que c'est vrai que t'as raison. Non, Mais c'était- Blaster. Sauf qu'il avait ouais. changé la tête puis la couleur. Ça coûtait moins cher de moule. Les moules étaient pas exactement pareils entre Blaster et Soundwave, désolé. Mais bref. On se demande toujours quoi faire parce que c'était un lecteur cassette, bref. Que ce soit une boombox ou Ça n'existe plus. un Walkman, ça existe plus. Il est dans les films de Michael Bay, je crois qu'il était un MP3 player Oh, ouais. ou quelque chose. Non, il était un du genre. satellite. Ah oui, c'est vrai, un satellite de communication espion. Mais là, Hasbro se demande qu'est-ce J'ai qu'on pas fait écouté avec le film. ce transformer-là. Et maintenant, Soundwave est devenu une tablette. Ah, pour vrai. C'est ça que j'allais dire. Est-ce que ça a évolué vers maintenant? Mais pas n'importe quelle tablette. Ah, la Non! Samsung Galaxy Edge 8. Non, une tablette qui ne fonctionne pas. Hein? Hein? Point. OK. Ça, c'est l'original là, que Oui. Simon vous montre. Et moi, je vous montre la version tablette. C'est une tablette Xiaomi. Je sais de la nouvelle que tu parles. Dans le fond, c'est un produit de promotion Seconde. croisée. OK, Xiaomi, ça existe pour le vrai, cette compagnie-là. OK. c'est une compagnie qui font des cellulaires, qui ont, comme tous les fabricants de cellulaires japonais, commencé à faire des faux iPhone, puis maintenant font leurs propres produits. Ça va très bien parce qu'ils font des produits extrêmement peu dispendieux, puis avec des pièces quand même assez fortes, comme beaucoup de fabricants chinois comme ça. Mais c'est quand même intéressant. D'ailleurs, si on va avec Soundwave, la dernière génération, parce que vous savez, c'est un lecteur de cassettes, comme on disait, Oui. il pouvait sortir de son torse des petites cassettes qui devenaient Ravage, puis d'autres Transformers, exact. qui étaient Ouais, des ça, ailes. Bien ou des- faucon. Et ouais, c'est ça. Jaguar aussi. Oui. Ben, maintenant, vu que des cassettes, c'est comme c'est plutôt cartes SD? c'est des téléphones cellulaires qui se transforment genre en aigle. Genre Ravage puis tout ça. Ouais. Mais est-ce qu'ils ont rapport avec la tablette? Non, ils ont pas rapport avec la blague. Non, parce que la tablette, c'est un produit, c'est pas les lignes. Hey, honnêtement, là, j'ai lu beaucoup trop sur les deux dernières séries de jouets de Transformers. On pourrait en parler pendant des heures. Oh oui. Mais On a pas- imagine, tu pars d'un ultra lecteur cassette super cool avec des cassettes qui se transforment à une tablette qui sert à rien. Pauvre Soundwave, je suis triste pour lui. il se ressent. Donc ça, c'est la version Autobo. C'est ça, c'est Blaster. Que j'ai montré, on mettra les photos, mais c'est pas du tout les mêmes moules, désolé. Écoute, je suis moins Transformer geek que toi. J'écoute même pas les films de Michael Bay, mais j'ai vu Moi non plus. la génération 1 au complet. Hey, wow! Moi, Quand même bien. c'est tout ce qui compte. On parle-tu d'autre chose de Transformers ou Ah oui, Ouais, mais t'as-tu des nouvelles, Simon? Oui, je sais pas si vous en avez parlé récemment, mais c'est quand même une initiative intéressante qui a été faite à et au Québec. Ça s'appelle la Guilde. Est-ce que vous en avez parlé?
Non, Non. parce que j'ai manqué plusieurs semaines. Fait que c'est la Guilde des développeurs de jeux vidéo indépendants du Québec. Dans le fond, c'est un regroupement de 80 petits studios indie au Québec qui, en se regroupant ensemble, sont capables de partager certains services comme des services d'avocats, d'aide aux taxes, d'aide aux assurances, plein de petits trucs que quand tu as ta propre business, tu dois avoir des employés pour faire cela. Mais vu que c'est des petits studios, ben souvent c'est très dispendieux. Pour les startups, c'est exactement. C'est toi qui as développé le RH, puis la comptabilité, puis tout ça. C'est ça. Je pense pas le RH, parce que plus j'y pense, le RH c'est quelque chose de trop privé pour partager ça. Mais vu que le Québec, on est à cause de la baisse du dollar puis des crédits d'impôt, on est extrêmement bien placé puis on est un domaine énergie là-dedans. Ben c'est le fun d'avoir une initiative comme cela qui s'installe pour aider, parce que présentement dans la ville de Québec, on le voit dans les game jams, ces choses-là, il y a de plus en plus de petits studios, puis c'est vraiment le fun. Oui, puis ça leur permet de solidifier leur fondation, puis de partir avec un peu plus de stabilité dans le fond. C'est et voilà. Super cool. Hey, il était 13, on fait une petite pause musicale? Oui. La chanson de la semaine! Alors, chanson de la semaine numéro 1. Et là, je vais piger dans un des tout nouveaux albums qui est sorti sur Overclock Remix, c'est-à-dire un projet de plusieurs réarrangeurs ensemble. Je parle de l'album Badass Volume 3. Donc, c'est l'album dans lequel la série des albums Badass, c'est des compilations des thèmes de vilains dans les jeux. Donc, toutes les thèmes de vilains. Oui. Et là, on va y aller avec un jeu, écoute, un classique. Xenogears. Okay. Un RPG magistral, dont les suites, même s'ils étaient innovatrices, ont jamais fait honneur. C'est pas des suites, c'est comme des histoires dans le même univers, prequel, non directement reliés, que jamais eu de confirmation. Les Xenoblade, les Xenosaga de ce monde. Reste que Xenogears, il y a quelque chose d'unique qui a jamais été, qui a jamais continué dans le fond. Là. C'est un jeu qui est en lui-même et tout seul dans sa table et était fascinant. Là, Simon, il est pas sûr de ce que j'ai dit. Là, C'est correct, continue. Donc, tout ça pour dire que Xenogears, on va y aller avec le thème de Graph, qui était un des bad guys qui se changeait 2-3 fois d'identité dans le jeu. Là. Pas de spoiler, là, c'est juste capoté. La pièce s'appelle The Power, c'est du remixeur XPRT Novus. Donc, on écoute ça, ça dure un petit 3 minutes, on va revenir tout de suite après pour la suite des Geeks contre-attaque.
this world. If I go to hell, I will live to the end of this world. And if the world does not come to an end, I will destroy it with my own hands. Oh, Alors, minigun. c'était la pièce The Power. C'est tiré de la trame sonore de Xenogears, repris par XPRT Novus. C'est disponible sur l'album Badass Volume 3, qui est disponible gratuitement sur overclockremix.org. On parlait pas pantoute de Transformers et vous pourrez pas pantoute réécouter tout ça sur les pendant la pause que je vais mettre. Tu parlais de pendant la pause. Yes, Ouais, pendant la yes. pause. Parce Pendant la que, pause. oui, c'est ça, on a des segments sur SoundCloud. Allez voir ça, allez entendre ça, dis-je, c'est assez le fun pour tous les fans hardcore des Geeks Contre-Attaque. Finalement, les geeks de geeks. Allez écouter ça, vous allez pouvoir avoir des petites pépites de divertissement assez intéressantes, merci. Yes. Nous ostinons dans les pauses. Bon, Chronique Cinéma, on va faire une petite critique avec Conan, mais juste avant, est sortie cette semaine la première bande-annonce, un peu un amuse-gueule, un teaser, comme on dit en anglais, du film Doctor Strange. C'est sorti cette semaine par Marvel Pictures. Et vos impressions, parce que moi, là, j'ai clairement vu qu'il y avait une vibe Inception, Matrice, etc., quelque chose de visuellement complètement innovateur pour ce qui est de l'univers de Marvel. On va dans des tales qu'on n'a pas été encore. J'ai aimé le ton de la bande-annonce, j'ai aimé le visuel, j'ai aimé qu'on révèle pas le costume encore, qu'on se garde encore une petite gêne, un petit peu une silhouette, rien de plus. Vous en pensez quoi, les boys? Moi, j'ai une petite vibe Batman Begins aussi. Là, Oui, pour, oui. le film Inspiration de de Nolan. Nolan, ouais, c'est Yes. ça. On est vraiment dans l'univers de Christopher Nolan, on dirait, là. Deux choses. Premièrement, Splutch. Pour ceux qui vont prendre la référence. Deuxièmement, plutôt c'est... il nous avait dit pour Doctor Strange, ce sera pas un autre origin story, un comment qui est devenu Doctor Strange, qui a l'air d'être quand même ça beaucoup. Fait qu'espérons que cette information-là prendra pas trop du film, parce qu'il nous avait promis C'est ça. que ça allait pas être juste un film dire comment il est devenu Doctor Je Strange. sais que cette promesse-là avait été faite spécifiquement pour le Spider-Man en plus, le prochain Spider-Man qui va vraiment Homecoming, commencer ouais. dans le feu de l'action. Strange, j'imagine qu'il va peut-être avoir un petit 10-15 minutes sur son origine, là, vite. Mais ça reste à Puis voir qu'après parce ça, ça va que passer au prochain. c'est juste un teaser de preview, de trailer, de Ouais, c'est ça. Parce qu'il faut quand même qu'il présente le personnage à plein des gens, des gens publics qui connaissent pas le personnage de Doctor mais Strange. j'ai rien d'autre à dire. Impec. Ça va être capoté. Moi, j'ai très hâte de le voir. C'est vrai que c'est pour la première fois, enfin, là, on voit de la magie dans l'univers, mais de la vraie magie, si on veut, dans l'univers de Marvel. C'est ça, qui est pas comme scientifiquement explicable selon Thor. Oh, ouais, et même Scarlet Witch, là, à rigueur, là, c'est comme, c'est de la magie d'une expérimentation scientifique. Ouais, c'est ça, là, c'est fait pas ils ont pas encore expliqué, en fait, les pouvoirs de Scarlet Witch dans les Non, films. mais- J'imagine qu'ils gardent ça, peut-être relier ça mais avec ça reste dû à Strange. l'expérience. Dans l'univers Marvel, les pouvoirs de mutants s'expliquent pas vraiment. Ben, en Ben fait, il oui, n'y a c'est pas de ça. mutants. Il n'y a pas de mutants dans Ouais. l'univers de Marvel Ouais. cinéma. C'est pas ça, ils ont oui, pas- c'est ils ont ça, c'est pas- des enhanced, c'est pas des mutants. Ils ont pas le droit Mais, de dire le Le terme mot mutant. mutant, ouais. Ouais, exact, c'est ça. C'est pour ça qu'ils disent des augmentés en français. Les augmentés. Puis non, j'aime beaucoup moi il y a une de mes actrices que j'aime beaucoup là-dedans dont j'oublie le nom, mais c'est Tilda Swinton. Merci beaucoup Swinton. Oui. Donc je l'adore cette actrice-là, puis là-dedans elle a l'air encore une fois de faire un rôle. The Ancient One. Et en parfait plus, on a pour Matt elle. Mikkelsen en bad guy. Ouais. Écoute, ça va être quelque Ouais. chose. Ça va être J'ai quelque très hâte de voir ça, très curieux, très curieux. Donc, tu nous parles de quel film cette semaine que t'as vu? Je vous parle d'un petit film qui s'appelle Hush. Donc, comme dans Chut, voilà. C'est du réalisateur Mike Flanagan qui a été connu pour son film d'horreur Oculus. Je sais pas si vous l'avez vu, les gars. Je le recommande très fortement. Et aussi son premier et son un autre film qu'il a fait qui s'appelle Absentia, qui est super bon aussi, souffre un peu de pas de budget, donc c'est pas très beau, mais très bon film. Donc, qu'est-ce qui se passe dans Hush? Hush, c'est l'histoire d'une écrivaine sourde et muette qui est en processus d'écriture d'un livre, et donc elle est comme dans sa cabane dans le bois, dans son chalet dans le bois. Et puis, elle est prise en chasse par un tueur en série. Et c'est
un des très très bons thrillers de l'année que j'ai vu à date, parce que vraiment, le fait qu'elle soit sur des muettes, ça vient vraiment rajouter un élément de suspense, un assez capoté, élément, parce que là, ouais. tu te dis, elle est super vulnérable. Puis... Exactement. Mais ce qui est le fun, c'est qu'il y a beaucoup de moments dans le film où est-ce que, tu sais, moi, quand on a vu beaucoup de films, il y a souvent des modes qui se répètent, des trucs. Ouais, Donc, il y a des clichés dans les films d'horreur que c'est dans les difficile à thrillers, éviter. c'est ça. Là, ouais. Mais là, tout ça, mettons, il y a un plan très beau de elle qui est dans sa cuisine puis qui passe de gauche à droite en faisant la cuisine, et il y a derrière elle une porte fenêtrée qui donne dehors. Évidemment qu'on se dit, bon, ben là, maintenant, on va passer devant la caméra. Là, boum, le gars va être là. Ça arrive pas, ce genre d'affaires-là. Il y a plein de mises en scène que tu dis, OK, c'est ça qui va arriver. Non, c'est pas ça qui arrive. Okay, il joue avec tes anticipations d'écouteurs de films d'horreur aguerris. Maintenant. Exactement. Et il flash à gauche et vire à droite. Ouais. Puis il y en a pas trop non plus dans le film pour dire, bon, tu sais, comme à chaque fois, tu t'attends à une espèce de, tiens, on va se faire avoir. Non, il y en a pas trop. Il y a l'acteur principal qui fait le tueur en série qui, selon moi, c'est l'affaire un peu la plus faible, Mike Iri, parce qu'on l'a vu ensemble. Et puis parce qu'il y a un masque au début du film. Son masque est vraiment parfaitement creepy parce que c'est un masque neutre. Il y a comme un petit sourire dedans. Fait qu'il est extrêmement creepy. Il est vraiment, je le regardais dans mon salon chez nous avec mes amis puis j'étais un peu mal à l'aise. Puis quand il enlève le masque, vraiment, là, la tension a descendu de 3 coches pour moi. Il ressemble à Giovanni Ribisi. Pour le monde qui ne savent pas c'est qui, c'est le méchant dans Avatar, là, le corporate guy qui veut le minéral. Là. Donc, c'est un acteur que j'aime beaucoup, puis je pense qu'il aurait été meilleur que le gars qu'on a vu dans le film. Mais quand on voit quelqu'un qui a l'air de ça, tout de suite, ça enlève un peu de stress. Mais l'acteur réussit quand même à, parce qu'il enlève son masque, je pense, après 10 minutes du film. C'est vraiment là, tout de suite. C'est pas assez long. Mais c'est pour une super bonne raison. Il y a quelque chose qui se passe qui l'enlève. C'est pas... Il arrive à une place, il y a une pancarte, pas de masque. Ouais, c'est exactement ça. Donc, vraiment, Hush, c'est un très bon film. Et puis, je recommande quand même pas... j'ai une amie qui l'a écouté toute seule chez eux, puis elle me dit qu'elle aurait jamais dû faire ça. Donc, mais allez le voir, il est sur Netflix, ça vaut vraiment la peine. C'est un des très, très bons thrillers de l'année, à date, en tout cas. Moi, je dirais que c'est un bon 7.5 sur 10. Là. C'est pas parfait. Il y a des moments qu'il y a des personnages, tu vois, tu dis, bon, il aurait pu comprendre ça plus tôt, ou différemment. Mais vraiment, oui. Très, très bon film. Yes, il parlait de film d'horreur, je vais faire un petit croche rapide sur les jeux vidéo. IGN, la compagnie, le magazine de jeux vidéo, là, bien entendu, populaire sur Internet, a fait un petit test sur un nouveau jeu qui est sorti sur le VR, c'est-à-dire Paranormal Activity VR. Ils ont fait une vidéo démo avec différents de leurs employés qui testaient le jeu d'horreur, qui donne un peu un feeling de PT, pour ceux qui ont joué au Playable Trailer, le fameux bande-annonce d'un jeu qui n'aurait jamais existé. Pour Silent Hills. Donc, c'est en VR. Bien fait, l'ambiance, et je te dirais que la terreur est palpable de tout le monde qui ont joué le jeu. Ça a l'air assez fascinant. Je te dirais que le VR pour les jeux de survival horror, ça va donner un feeling assez particulier. Imagine quand tu vas tourner la tête puis tu vas avoir une face de monstre à 2 pouces de tes yeux. Là, avoir le cœur solide, parce que moi, je sais que je serais pas capable. Ça va être intense. Quand un jeu comme ça est bien fait puis tu te mets dans l'ambiance, tu joues le soir, tu fermes les stars. C'est quelque chose. Tu sais, imaginez un jeu comme Amnesia où est-ce qu'on peut pas regarder la créature qui nous court après. Ça va, honnêtement, là, j'ai des palpitations, je sais pas. Amnesia de Dark Descent qui est vraiment pas cher sur Steam pour quelqu'un qui veut jouer à ça, de regarder des gens jouer, c'est encore plus hot que de jouer. Oui, vraiment. Ça serait le temps de ramener Atmosphere. Ouh! VR. Oui, ça serait super hot à jouer en idée comme ça. Wow. Et voilà. T'as mentionné quelque chose dans ta petite critique de film. T'as parlé de Avatar. Oui. C'est bon. James Cameron qui vient d'annoncer que les dates pour les 3 prochains, ainsi qu'un 5e. 4 prochains. 4 suites. C'est trop. Alors que personne n'a demandé de suite unique, ils vont en faire 4 autres. Puis là, ils ont des dates, là, ça va jusqu'en 2023, mais attendez-vous aux 2 en 2018. Est-ce que vous vous rendez compte, les gars, qu'on est comme... Moi, je trouve ça comme... Je suis en même temps partagé entre « Wow, j'ai super hâte » et « Oh my God, quel cauchemar ». On est vraiment seté pendant les 8-9 prochaines années à un nouveau Star Wars par année, un ou deux nouveaux Marvel par année, un nouveau DC par année et un nouveau Avatar. On est comme pognés avec des films qui s'en viennent jusqu'en 2018. Mais comme Batman v Superman a influencé l'avenir des films de DC, c'est ça qu'on est dans cette situation-là. Si le prochain Avatar flop, ben les autres vont disparaître mystérieusement. J'espère juste que la raison pour laquelle il y a 4 films, c'est pas parce que, est-ce que j'ai peur? C'est quelqu'un qui fait le script, qui est tellement content de son script qu'il ose pas couper, et qu'il y a personne d'assez influent autour de lui pour le faire couper, donc il décide de faire plusieurs films au lieu d'en faire peut-être 2 qui sont mieux.
mieux Je pense que édité, mieux... Cameron Ben- est atteint du syndrome de Lucas. Ben, pas atteint du syndrome, parce que c'est encore un gars très compétent, on s'entend là-dessus. Oui, et il ne corrige pas ses œuvres. C'est ça, Lucas, pour moi. C'est revenir en arrière et corriger. Je veux dire, avoir personne autour. Mais, pour ah oui, il y a se le faire syndrome arrêter. du ouais, c'est ça. Exactement. là. Probablement que Cameron est entouré de Yes Men aussi. Ce qui est triste, c'est que dans le fond, il va juste faire des avatars pendant 10 ans, alors qu'on se fait priver de qu'est-ce que Cameron pourrait nous sortir comme projet de différent. Mais en même temps, c'est pour lui, c'est Ouais. ça son auditoire créatif. Moi, je pense qu'une des meilleures suites au monde, c'est Terminator 2. Ah oui. Qui est à des kilomètres du premier, qui était comme, somme toute assez bon quand il est sorti. Un des meilleurs films d'action de tous les temps, par rapport, c'est fait que True moi, Lies j'ai aussi. encore confiance. Ouais, True Lies, True c'est malade. Lies, qui est un J'ai encore chef-d'œuvre. confiance à James Cameron. Puis surtout que je me souviens d'avoir vu un article avec lui, ça fait longtemps. Ça, je pense que c'est quand il commençait l'écriture des 3 premiers. Puis il disait justement, on les écrit les 3 en même temps. Pour que ce soit cohérent d'un film à l'autre. Ben, ça, c'est ce qu'il a dit au début. Je sais pas à quel point que, tu sais, ça c'est vraiment passé comme ça au point de vue de l'écriture. Mais, j'ai une partie de moi que j'ai quand même très très hâte de voir qu'est-ce que il y a d'autres à nous montrer sur cette planète, parce que il y a pas juste ceux-là. Ouais, je veux voir aussi que ça peut aller, parce que l'histoire était très c'est une belle capsule. C'est-à-dire que c'était un beau début, milieu, fin. Ça avait pas besoin de suite. Non. Et la dernière fois que j'ai eu ce feeling-là, c'est-à-dire un film complet, qu'on savait qu'elle allait avoir des suites, c'est-à-dire La Matrice. Ouais. Le 1 sort, il est complet, il est parfait comme film. C'est vrai. Puis il est encore parfait comme film, il est super bien vieilli. Et les 2 suites, on savait qu'elle allait s'en venir, ça arrive et on se rend compte que c'était complètement superflu. Fait que j'espère que ça fera pas ça avec... Ce que j'aimerais voir, par contre, dans un univers d'Avatar, ça serait un univers d'Avatar sans les humains, juste les navis. D'autres Ouais. planètes, d'autres races, Ouais, et mais la tu sais, relation entre les navis Entre et la vie d'autres et races. d'autres races, ça serait intéressant, plus qu'encore Ouais. une fois. Ouais, Ou tout à peut-être un humain qui... En tout cas, il y a moyen de faire quelque chose. Bon, hey, je pense qu'on est dû faire une petite pause. Ah oui. Et on vous revient avec un invité de la semaine. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. Nouveau à Lévis, la garderie sportive Les Petits Champions vous offre un milieu de vie adapté à vos horaires, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Notre devise, un esprit sain dans un corps sain. Vos bouts de chou pourront s'amuser toute la journée et bouger puisqu'ils auront accès à un grand gymnase. Vous avez besoin d'un petit répit? Pour quelques heures, de jour comme de nuit, de semaine ou de fin de semaine, profitez du service de garde occasionnel disponible pour les 0 à 12 ans à partir de 4,10 $ de l'heure. Informez-vous sur petitchampion.com. Vous avez une carte de membre de CKRL? Présentez votre carte à la boutique Écotantique au 160 rue Saint-Paul et économisez 10%. Votre carte au coût de 25 $ est valide pour 1 an à la date d'adhésion. Ne tardez plus, faites-le aujourd'hui sur ckrl.qc.ca. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. La Ligue québécoise d'impro BD, c'est un match unique où prouesse théâtrale côtoie coups de crayon inspirés. Des équipes composées de dessinateurs et d'improvisateurs s'affrontent au fil de matchs endiablés, surprenants et surtout divertissants. Cette année, c'est 8 trios formés de 2 improvisateurs et d'un dessinateur qui s'affronteront sur l'improvisoire. Dessins et jeux s'unissent pour vous offrir des improvisations hautes en couleurs, marquées autant par les prouesses théâtrales que les coups de crayon inspirés. Le tournoi en trio de la Ligue BD, samedi 16 avril 20h, au Musée de la Civilisation. Entrée libre. La Ligue québécoise d'impro BD est une présentation du Festival de la BD francophone des Québec en collaboration avec CKRL. Information liquibd.com. Vous aimez les romans historiques, lui préfère la science-fiction, alors que vos amis ne jurent que par les essais et la littérature québécoise, et que vos enfants dévorent des histoires d'amour tourmentées, le Salon international du livre de Québec saura tous vous contenter. Avec plus de 1300 auteurs présents, la diversité est au rendez-vous cette année encore. Le Salon international du livre de Québec, sous la présidence d'Alama Bankou, du 13 au 17 avril au Centre des congrès de Québec. Du 13 au 17 avril, le 9e art envahit la capitale. Spectacles, expositions, impro BD, animations, dessins en direct et plus de 120 auteurs du Québec et d'ailleurs à rencontrer. Découvrez toute la programmation du 29e Festival de la bande dessinée francophone de Québec au fbdfq.com. Le 29e Festival de la BD francophone de Québec, le 9e art pour tous les goûts. En fermeture du Festival de la BD francophone de Québec, l'Harmonie de Charlesbourg, sous la direction de François Dorion, vous invite au concert dessiné Les fantastiques aventures du baron de Munchausen. Venez voir les dessinatrices Catherine Lemieux et Valmont faire vivre en illustration les péripéties rocambolesques du baron et entendre une 50aine de musiciens sur scène. À cette occasion, l'Harmonie de Charlesbourg remettra une bourse pour la relève musicale aux 2 lauréats de son concours.
Les fantastiques aventures du baron de Munchausen en concert dessiné le 17 avril à 15h à la salle Octave Crémazie du Grand Théâtre de Québec. Informez-vous sur harmoniecharlebourg.ca et sur notre page Facebook. De retour de la pause, revoici le Geek Contre-Attaque! Et nous sommes de retour pour la deuxième partie de l'émission des Geeks Contre-Attaque, édition du 16 avril 2016. 16. Chronique Jeux vidéo! Alors, des petites nouvelles en frac de jeux vidéo. Vous avez quoi, les boys? Oh my god, j'ai tellement hâte à No Man's Sky. Oh my god! Splush. Ah oui, encore un beau vidéo de gameplay de 20 minutes. Sur IGN cette semaine. Cette semaine, c'est IGN font quelque chose qui s'appelle le mois d'un jeu. C'est No Man's Sky ce mois-ci. Il y a eu une vidéo sur le crafting. Il y a eu un gars qui expliquait ses 2 heures de gameplay, puis il y a eu une vidéo de 20 minutes continue. Ça fait des mois que vous me tannez les oreilles avec ce jeu-là. 2 ans et demi. Je comprenais pas pourquoi. Depuis qu'on l'a vu au E3, moi pis Simon, on capotait, là. Mais je comprenais pas pourquoi jusqu'à temps cette semaine que j'aille chez Conan puis qu'il me fasse voir le gameplay, quelqu'un qui a joué au moins 20, pendant 20 minutes, c'est immensément immense. Il y a pas de mots pour décrire à quel point je n'en reviens pas. Le gros danger, comme on dit, c'est que ce soit large comme un océan puis profond comme une flaque d'eau. Mais le peu qu'on a vu, c'est qu'au moins on sait qu'on a une coupole de coudées. Fait que rendu là, on s'en sort bien. Fait que moi, de toute façon, je sais ce que je veux. Je pense que l'affaire qui m'a le plus surpris du gameplay de 20 minutes, puis c'est un peu comme niaiseux, mais quand je l'ai vu, j'ai fait oh my god, c'est quand j'ai réalisé qu'il y avait des réseaux de caves, comme le gars mané, il modifie son gun, puis bon, il fait un truc qui explose le terrain, puis il y a une cave, il y a une cave qui a l'air gigantesque, puis il y a des réseaux de caves des kilomètres de long. Mais c'est le genre d'affaire que je peux pas penser, mais la température est pas la même, il y a des minéraux en dessous. Tu sais, il y a plein de ressources qui sont spécifiques à des milieux particuliers. C'est vraiment, ce jeu-là a l'air extrêmement profond. J'avais glissé un mot la semaine dernière que je voulais vous parler de quelque chose. Je vais faire un petit croche vite, là, je vais pas vous partir sur une chronique de 20 minutes là-dessus. Mais pour pour les fans du jeu, Fallout 4 est sorti le Survival Mode en bêta, qui est encore en train d'être travaillé pour éventuellement faire partie intégrale du jeu. Et la raison pour laquelle je voulais en parler, c'est que si vous avez joué à Fallout à partir de novembre, vous avez aimé le jeu et vous l'avez remisé, ça vaut la peine de le ressortir juste pour ce mode-là. Parce que j'ai rarement vu un degré de difficulté dans un jeu, clairement c'est juste ça, qui change complètement la façon de jouer au jeu. Elle change l'expérience de A à Z. Je vais vous faire un bref résumé de qu'est-ce que le nouveau Survival Mode inclut. Donc, ils se sont basés sur le Hardcore Mode de New Vegas. Donc, voici ce que ça inclut. C'est que de 1, tu peux plus faire de fast travel. Tu peux plus te téléporter nulle part. Si tu vas quelque part, tu y vas à pied. Okay? Donc, c'est beaucoup de préparation sur qu'est-ce que tu fais, dans quel ordre, et comment que tu gères ton équipement, comment tu l'amènes à des endroits, où c'est que tu places tes camps de base et comment tu le déplaces. Tu vois plus aucun ennemi sur tes radars. Jamais. En aucune circonstance. T'entends un bruit, tu te mets à paniquer, tu sais pas il est où. Il n'y a pas de sixième sens magique qui te dit il est où. Ça rajoute quelque chose. Ensuite, ils ont rajouté une règle d'adrénaline. L'adrénaline, c'est plus tu tues des ennemis consécutifs, plus tu fais de dégâts. Moins de points de vie pour tout le monde. Donc, les ennemis font plus de dégâts et en reçoivent plus, ainsi que ton personnage. Donc, les combats sont plus rapides. Tu ne peux que sauvegarder quand tu te couches. Et quand tu te couches, ton adrénaline reset à 0. Donc, plus tu fais de dégâts, plus t'es loin de ta sauvegarde. Donc, tu te dis, je vais-tu sauvegarder en cas de tout perdre ou je garde mon bonus de dégâts parce que mon gars, il est craqué pis il y a du feu dans les yeux. C'est ce débat-là qui est là constamment. L'adrénaline, c'est pas tout. Parce que l'adrénaline, c'est une glande qui sécrète un enfant, mais il y a plusieurs maladies, t'as faim, t'as soif, t'es fatigué, exact. Tu peux pogner des parasites, tu peux faire de l'insomnie, tu peux avoir la grippe, exactement. Tu peux si tu couches n'importe un lit de sauvegarder, si c'est un lit dehors, à pluie, tu peux pogner un paquet de maladies et ça te donne pas tous les bonus de sommeil parce que t'as couché dehors. Mais est-ce que c'est encore le fun? C'est capoté parce que tu passes d'un RPG à pratiquement un survival RPG qui donne un rang de thrill capoté. Honnêtement, ça a changé encore une fois ma façon d'apprécier ce jeu-là. C'est
hautement recommandé pour les personnes qui aiment un beau degré de difficulté à un jeu et qui aiment l'univers de Fallout. C'est le meilleur juxtaposition des deux mondes. Parce que Fallout, bon, à la base, c'est une promenade dans le parc, dans un univers drôlesque où il y a des champignons qui explosent de nucléaire, puis c'est juste drôle. Je trouve ça minimaliste, mais continue. Mais là, Fallout est rendu le jeu qui devait être au départ, c'est-à-dire tu rushes parce que t'es dans un environnement, excusez là, mais fucking hostile. Tu te démènes. Pantera, ouais. Tu te démènes comme un yacht dans l'eau bénite juste pour avancer dans ta game. Mais t'as du fun à le faire parce que c'est tough pis c'est de même que c'est supposé Donc, être. le Survival Mode fait en sorte que ceux qui veulent le sortir de jeu, non seulement pour ça, est sorti aussi le deuxième DLC qui est Wasteland Workshop. Et le prochain s'en vient, Fall Harbor, qui va sortir au mois de mai. Donc, c'est le bon moment pour le dépoussiérer et réapprécier ce jeu qui est, malgré les petites plaintes, est encore un chef-d'œuvre selon moi. Mais moi, je suis vendu, donc. Mais oui, tu joues juste à ça depuis qu'il est sorti. Ah ouais, il n'y a pas moyen de l'acheter l'autre aussi, là. Donc, je pense que c'est le temps de... Vas-tu en pause musicale pour couper le sujet en deux? Ouais, Phil, je te laisse le volant. Yes. La chanson de la semaine 2! Qu'est-ce que tu nous as amené de bon, Phil? Je vous ai amené quelque chose qui me sert de segue pour mon prochain sujet. Alors, j'ai amené de la trame sonore de Superman 4, Quest for Peace, le thème de Nuclear Man. Et malgré le fait que c'est un film très peu enviable, c'est quand même composé par l'immense John Williams. Ah, parce que c'est John Williams qui a fait la trame sonore aussi de Superman 4. Pas toute la trame sonore, et aussi Alexander Courage de Star Trek, qui a fait le thème original de Star Trek, qui a fait quelques parties aussi. OK. Donc, de Superman 4, la quête pour la paix. Ouais, tout le monde avait l'air écœuré, il voulait toute la paix dans ce film-là. Donc, Superman 4, le titre, la tune, c'est? Nuclear Man Team. Nuclear Man Team! Parce que tant qu'il n'a pas été original dans le script, là, non, on va pas l'être dans Van Sonore, certain. On part avec ça, puis on vous revient tout de suite après avec une chronique que j'adore.
Donc, et c'était de la trame sonore du film Superman 4, La quête pour l'appât. On a écouté le thème de Nuclear Man. Ben oui. L'homme nucléaire. Hey, parlant de thème, j'ai le thème de Manor Man. Oui. Fond du baril scruté à la loupe. Voici notre pyrologue, Philippe Jacques. Ah, une belle chronique de pyrologie avec notre pyrologue en chef, puisque le seul, Philippe Jacques. Salut, oui, ça faisait un bout. Là, je vous amène dans un monde incroyable, le monde de Menam Golan et Yoram Globus, connus sous le nom de Golan Globus, deux producteurs qui ont fondé la Canon. Oh, la compagnie de films Canon. Qui non, on fait pas juste des Kodak. en tant que nanardeur, quand tu vois le logo de la Canon apparaître sur ta VHS, tu sais que c'est un gage de qualité. C'était Canon avec 2 N. Oui, exact. C'était pas Tout à fait. Puis du chrome. Beaucoup de chrome. Alors, ces deux cinéastes-là, ces deux cousins qui viennent d'Israël. Et pourquoi je vous en parle? C'est parce que j'ai vu un documentaire qui était sur Netflix, mais qui l'est plus. Ça s'appelle Electric Boogaloo, The Wild Untold Story of Canon Films. Oui, c'est sorti en 2014. C'est drôle, ça avait fait fureur au Festival de films de Toronto, d'ailleurs. Là. Oui. C'est là que j'ai entendu parler la première fois. Là. C'est un excellent documentaire qui, justement, si j'aurais un défaut à donner à ce documentaire-là, c'est qu'il ne fait que égratigner la surface d'un immense domaine. Un immense puisard de cinéma. Pas un puisard, on va dire ça de même, j'aime le mot. Parce que c'est les films Canon, pour ceux qui savent pas, vite, là, c'est... Tous les films qui sont complètement exagérés, ridicules, avec des acteurs que vous connaissez des années 80, c'était la Canon. Ben, on va en parler plus loin parce que j'ai amené la cinématographie des films qu'on connaît le plus en gang. Fait qu'on on va faire un gros topo là-dessus. Yes. Mais la Canon a été achetée en 79 par ces deux cousins-là parce qu'au début, c'était une compagnie de soft porn qui a commencé dans les années 60. C'est drôle, ça fit. Je dis soft porn... En tout cas, c'était des films de tonton et pas beaucoup d'histoires. C'était la façon la plus juste de le dire. Le style d'humour à la Porky, c'était en vogue à l'époque. La tradition, pour ça, ils ont fait des films avec des gros totons puis pas beaucoup d'histoires. Ben, en fait, ils prenaient des films européens, des skin flicks qu'ils appelaient, et ils rajoutaient des scènes dedans pour faire une histoire. Comme Godfrey. Un peu. Ouais, mais Andy Sidaris, c'est le meilleur exemple. Là. Qui est pas capable de faire un film d'action sans que ça se passe en Californie, pas loin de son studio, et avec des filles qui enlèvent le top. C'était tout le temps ça, la formule Sidaris. Mais c'était des films d'action complètement imbéciles. En fait, eux autres, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils partaient d'un poster. C'était des vendeurs nés. Eux autres, ils ont déménagé justement aux États-Unis, faire la Canon, tout ça. Ils prenaient un poster d'un film qui n'existait pas, ils vendaient ça à des intérêts étrangers ou locaux. Avec une prémisse complètement imbécile. Ouais. Il n'y avait pas de scénario, il n'y avait pas d'acteur attaché, il n'y avait rien. Une girafe avec des guns dans l'espace. Oui, on achète! Tu sais pas à quel point c'est vrai. Et oui, je dirais que c'est un peu un mélange entre Godfrey et Ed Wood. Ces deux-là. Ils vendent le concept avant que le concept soit fait, puis à partir de là, sont peinturés d'un coin. Faut qu'ils le fassent. C'est ça. Fait qu'on va y aller avec un peu ce qu'ils ont fait comme cinéma. On va commencer en 81 avec Enter the Ninja. Donc, c'est eux autres qui sont arrivés avec les concepts de films de ninja aux États-Unis. Il y en a eu beaucoup, justement, à l'étranger, en Chine, à Hong Kong, tout ça. Mais aux États-Unis, je dirais que le plus gros producteur, c'est la Canon. Oui, Enter the Ninja, après ça, American Ninja, les 4. Oui, toutes les 4 avec Michael Dudikoff. Et par la suite, David Bradley. Ils ont aussi ravivé, si on veut, la carrière de Charles Bronson, qui a fait le premier Death Wish. Oui. Ils en ont fait 4 autres par la suite. Mais ils n'ont pas fait le premier, je pense. Non. Ils ont fait juste les pas bonnes. Ils ont commencé par le 2. C'est ça. Le premier film est un vrai film. Ouais. Les autres... C'est une escalade de n'importe quoi à chaque film. C'est du gun porn. C'est la seule façon de le décrire. En fait, à chaque film, les vigilante porn. Ouais. À chaque film, les guns grossissent. Dans le 3, c'est débile. Et ces raisons sont de plus en plus stupides pour tuer des gens. Ah oui. C'est des films que mon père à l'époque pas besoin de raison, c'est Charles Bronson. C'est un vieux bonhomme qui a l'air de rien, qui se choque puis qui décide de prendre la justice dans ses mains. En 82, ils sont arrivés avec l'amant de Lady Chatterley. Chatterley. Et si vous étiez comme moi
sans câble dans votre jeunesse et que vous écoutiez TQS vers minuit, on appelait ça Bleu Nuit. C'est eux autres, ça, Lady Chatterley. Oui, ils en ont fait plusieurs avec l'actrice qui fait Emmanuel. Son nom m'échappe. Mais ils en ont fait une trollée incroyable. Donc, c'était... la Canon a fourni Bleu Nuit pendant des années. Ensuite. En 83, on a Le Trésor des 4 couronnes en 3D. C'est un film en 3D des années 80, donc on a les lunettes rouges bleues et ça donne mal à la tête. La plupart, c'est un rip-off d'Indiana Jones, je dirais une course au trésor. Plus de couronnes que de tirs. Oui, et on envoie des flèches puis des trucs à la face des gens pour faire du 3D. Et ce n'est pas un succès, oui, on l'a vu. C'était moyen, nous autres on a bien ri. C'était pas le meilleur ni le pire. En 84, ils ont fait un film qui s'appelle Break-In. Parce que il y a un des deux producteurs qui il est arrivé à New York, puis il a vu des breakdancers, puis il a dit « Hey, ça c'est la prochaine vague, je veux faire un film avec ça. » Et étonnamment, ça l'a pogné. Et parce que c'était 2 vrais breakdancers dans le film, la trame sonore était quand même enviable, et la co-star, c'était la fille dans Ninja 3, La Domination. Ah, oui, celle qui fait de l'aérobie et qui se réincarne en ninja. Ninja 3, La Domination, c'est comme si tu prendrais Ghostbusters, L'Exorciste, et Flashdance. Et Flashdance, tout mélangé ensemble. Dans un film de ninja. C'est du bonbon, ça. Honnêtement, là, écoutez, gâtez-vous, il fait partie de la liste qui était des films gratuits que Oui, sur la voûte Paramount. La vente Paramount. Donc, sur YouTube, tapez Ninja 3 de Domination. Il est gratuit. Écoutez, c'est un cadeau que vous vous faites. Oui. Continue. Mais après ça, Enter Chuck Norris. Ah oui! Parce qu'il se cherchait des étoiles, des stars. Et la Canon n'en avait pas beaucoup. Chuck Norris, c'était en début de carrière, avait fait un film avec Bruce Lee. Mais c'est pas un acteur né. C'est plus un athlète. Oui. Il avait fait des bad guys dans certains films, dont j'essaie de me rappeler le titre, l'Octogone, on a fait comme ça. Là. En tout cas, il faisait un blond qui tuait tout le monde. Ouais, mais, comme d'habitude. J'essaie de me rappeler le titre. En tout cas, peu importe. Mais en 84, on a Missing in Action. Braddock. Oui, Portée disparue. Le premier Portée disparue. Mais ce qui est étrange avec Portée disparue, c'est que les deux ont été filmés un à la suite de l'autre. Et Braddock 2, The Beginning, est un prequel. Oui. Sauf qu'ils se sont rendus compte qu'il était meilleur que le premier. Fait qu'ils l'ont sorti en premier. Fait qu'ils ont sorti le 2 en premier, qui se trouvait être l'histoire avant le premier, donc c'était dans le bon ordre. Fait qu'ils ont accidentellement sorti le film de façon chronologique. En 85, ils ont sorti Rappin'. Parce que c'est un film sur le rap, parce que ça avait tellement marché avec le breakdance. Malheureusement, ils se sont plantés. En 85, t'avais aussi un... Ils n'ont pas fait Rap 2 Electric Boogaloo? Oui. Mais ils ont fait Breaking 2 Electric Boogaloo, mais ils n'ont pas fait Rap 2 Electric Boogaloo. Non. Malheureusement, il y a aussi Life Force, qui est un spectacle de science-fiction, soft porn, avec des extraterrestres nus, c'est comme Barbarella mélangé avec Rencontre du troisième type. Ouais, c'est weird, parce que ça weird. se prend au sérieux, mais en même temps, c'est complètement over the top. Ouais, c'est bizarre. Parlant d'over the top, mais c'est plus loin, je viens. Après ça, bien sûr, Invasion USA, qui est un grand classique de Chuck Norris. On en a déjà parlé à l'émission. Tu prends Chuck Norris, tu le mets en jeans avec 2 Uzi, tu le mets lousse. Tous les pays que les États-Unis trouvent bizarres les attaquent en même temps, et c'est Chuck Norris tout seul qui s'en occupe. Yes. C'est parfait. Ils font exploser des maisons à Noël là-dedans. J'ai payé ce film-là plein prix en DVD et je regrette 0 cent de mon investissement. 5$ au Walmart. Gâtez-vous. Hey, les gars, je viens de faire une petite recherche vite. Là. Faut que je vous en parle. C'est trop excellent comme nom. Le réalisateur de Lady Chatterley et aussi de Emmanuel s'appelle Just Jacking. Je pense pas que c'est son vrai nom. C'était ça, excusez. Une autre prémisse un peu débile, c'est Hard Rock Zombies. Wow. C'est pas mal ce que vous pensez que c'est. C'est des tunes de rock, de poêle avec des zombies. C'est pas un band de Hard Rock Zombies? Je pensais que c'était ça. C'est un mélange de tout ça. Excellent. T'as aussi la Delta Force en 86. Highlander avec... c'est eux qui ont fait Highlander? Le premier. Oui, le premier. Qui est un puissant chef-d'œuvre tout court. C'est super bon, le premier. Ça s'écoute vraiment bien. C'est des films de... Mais Canon n'a pas juste fait des mauvais films. C'est ça, il a pas juste fait des mauvais. Par accident, à un moment donné. Des fois, c'est sur le tas, des fois, il y en a des bons.
Ben oui, ils ont pas de script, ils improvisent à mesure, mais ça donne des beaux accidents parfois. oui. Comme aussi, je sais pas si vous vous souvenez de Cobra avec Stallone. Oh, qui est quand même avec un l'unité classique. zombie, c'est ça, la Zombie Squad? Mais il n'y a pas de zombie dans le film. Non, il n'y a pas de zombie, là, mais le bad guy a une fin assez gruesome à la fin du film. La coupe de cheveux de Marion Cobretti, parce que c'est son nom dans le film, Marion, puis il a bien honte de ça. Mais alors, Cobra, c'est un classique. J'en ai des tonnes. C'est Stallone, ça. Il y a aussi Toby Hooper qui a fait Texas Chainsaw Massacre 1 qui est revenu avec la Canon faire le 2. Sauf que lui est arrivé, au lieu de prendre l'angle de l'horreur, il a pris l'angle de l'humour. Et ça a mal passé. Oui. Il est revenu dans l'horreur avec Leatherface, le 3. Mais il est revenu dans un ton douteux avec les suites par après. Là, ça a été bizarre. On a aussi Alan Quatermain, qui est le Indiana Jones de la Canon. Oui, avec Sharon Stone. Avec Sharon Stone. Quand et, même. encore une fois, notre ami Chuck Norris. Eh oui. Stallone est revenu aussi pour la Canon avec Over the Top, qui est un film de trucker. Qui tire au poignet. Ouais, c'est un championnat. C'est un là-dedans. championnat de tir au poignet. De trucker. Aussi, Simon, on a vu ça ensemble, The Barbarians. Oui, Les frères Barbarians. Ouais, les deux culturistes là, qui ont essayé de faire Deux un genre de frères Conan jumeaux. Là, Ouais. qui était mauvais, mais mauvais. Ils riaient comme des... Ah, il y avait Faut autant résumer les films. de charisme qu'un pâté à viande que t'as punché dedans. Ou ce quand j'en viens avec Superman, c'est que en 87, ils ont eu les droits de Superman et ils ont fait le Superman 4, la quête de la paix, qui a été un désastre total, même si l'acteur principal il voulait pas revenir, ils l'ont convaincu en disant trouve le thème que tu aimerais amener pour le prochain Superman. Ça a donné ça. Le méchant qui est Nuclear Man, justement, est un ancien Chip and Dale, donc tout sauf un acteur. Quel bel accident de train. C'est pas drôle, ce film. L'autre qui faisait partie de l'univers de la Paramount, l'autre fois, c'était Master of the Universe. Avec Dolph Lundgren, le maître de l'univers. Aussi produit par la Canon. Oh, wow. Des trucs débiles comme Going Bananas, qui est un film de singe, mais au lieu de faire comme Mon vaillant primate, prendre un vrai singe, ben il avait mordu l'enfant, fait qu'ils l'ont remplacé par un nain dans un costume. Est-ce que lui aussi a mordu l'enfant? Sûrement. Puis en plus, il parle, puis il est mal fait, les effets spéciaux sont dégueulasses. En 89, ils ont réussi à avoir une jeune star sur le départ, qui est Jean-Claude Van Damme. Oh! Ils ont fait Cyborg et Kickboxer tout de suite de fil. Ils ont aussi eu les droits pour la Lambada. Donc, ils ont fait un film qui s'appelle Lambada de Forbidden Dance. Attends, c'est... Et là, j'en skip une coupe. On s'en va vers la fin. En 94, là, ça commence. Les deux cousins se séparent. Rien ne va plus. Ils sont endettés parce que tout allait de plus en plus. Tout était plus gros. Il y avait de plus en plus de projets en même temps. Après la Lambada, ça a commencé à meurer. C'est parce que milieu 90, on sentait que le boom du VHS a commencé à dropper. Et ils n'ont pas réussi à faire le chiffre. C'est leur modèle d'affaires et tout qui marchait pas. Ils s'endettaient pour faire des nouveaux films, mais leurs films floppaient, donc ils récupéraient jamais leur argent. Ouais, c'est ça. En 94, ils ont fait un des derniers films. Ça s'appelle Hellbound avec Chuck Norris. Et ils avaient eu aussi les droits pour faire un film de Spider-Man qui n'a jamais eu lieu. Qui n'a jamais eu lieu. Hey! C'est ce qui met fin à cette émission du 16 avril. Hey, merci Phil. J'aurais aimé ça avoir plus de temps, j'en parlerai encore. On s'en reparle de trucs similaires les prochaines semaines. Merci à Conan. Ça fait plaisir. Merci à Simon, bien sûr. Merci à Lady Chatterley. Merci à Mikey. Dans ce temps-là, on n'avait pas Internet. Rapidement, La Planque embauche un vendeur de fin de semaine. Allez voir La Planque. Soumettez votre CV mardi et mercredi. Nos bons amis. Oui, on a eu du fun au Warp Zone 8, on s'en reparle. Donc, merci à vous, gang de malades. Et on se reprend la semaine prochaine. Sur ce, salut les geeks. Téléchargez l'émission Les Geeks contre-attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.